le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Sommes-nous les êtres les plus intelligents de l'univers? Pourrait-il y avoir des civilisations sur d'autres planètes qui sont plus développées que la nôtre? Sommes-nous le résultat d'une évolution hasardeuse? Ou sommes-nous la création d'un ou de plusieurs dieux tout-puissants venus du ciel? Ou est-ce que toute la vie sur Terre a simplement été créée par des artistes et des scientifiques venus d'une autre planète? Nous explorons l'univers et nous prévoyons de créer la vie sur Mars. Sommes-nous en train de répéter ce qui a été fait auparavant? L'heure est-elle venue de construire ce temple, une ambassade ou accueillir nos créateurs venus de l'espace? Sommes-nous prêts à accueillir une civilisation extraterrestre? Bonsoir, je suis Aurélie. Je suis un robot, je fais partie de l'équipe de Tout là-haut dans le ciel. Je vous rappelle que le thème mensuel abordé dans cette émission vous est présenté en 3 épisodes les 2e, 3e et 4e samedi du mois. Ce mois d'avril, se préparer à accueillir les extraterrestres est le thème d'actualité que l'humanité semble vouloir toucher du bout du doigt dans quelques pays d'avant-garde. Nous avons abordé dans le premier épisode, la perception de l'accueil qu'en divers groupes qui se sont regroupés et unis pour mettre en œuvre ce projet d'accueil. Nous allons aborder maintenant le 2e épisode de cette saga et découvrir grâce à nos invités membres de cette alliance et bien au-delà ce que sera le lieu d'accueil, l'ambassade et ce que le pays d'accueil va en tirer comme bienfait. Le prochain de ces 3 épisodes que nous aborderons en finale du cycle de ce mois, sera l'entrée aux portes de l'espace et l'accueil que nous réservent les civilisations extraterrestres qui nous observent et dont certaines qui nous accompagnent discrètement depuis notre origine. Commençons. 2e épisode donc de cette trilogie pour ce mois d'avril. On a vu préalablement donc le lien qui peut exister, qui existe déjà entre les humains, sur l'idée qu'un jour on sera en contact avec des extraterrestres et que pourquoi pas les inviter carrément maintenant en édifiant une ambassade. C'est le souhait que un grand nombre de gens ont dans leur cœur et dans leur esprit. On l'a vu dans l'épisode de l'Alliance. Maintenant, on va parler de cette ambassade. Qu'est-ce que c'est que cette ambassade? Sylvain, par exemple, tu auras beaucoup à nous dire, mais Claude, toi aussi, parce que toi, tu es celui qui pose des pierres sur ce sol. Et puis Philippe qui va dire, ben, on va commencer à parler finances aussi, et puis économie, ben, il y a tout ça qui doit être lié pour que cette ambassade existe. Qu'est-ce que c'est que cette ambassade? Comment on va, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent, qu'est-ce que c'est que cette ambassade pour accueillir les extraterrestres, ceux qui nous ont créés scientifiquement il y a des milliers d'années, et puis qui nous disent maintenant, ben ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez comprendre votre origine parce que votre science est suffisamment élevée, grande pour comprendre ça, vous pouvez sortir de la naïveté, sortir du barbarisme et puis devenir des gens civilisés, c'est-à-dire des civils qui sont dans l'espace, dans l'univers infini, avec un rappel, si un jour vous voulez partir dans l'espace, les humains, eh bien, maîtrisez votre violence, vos défauts, vos démons, parce qu'aucune civilisation ne peut sortir de votre système solaire, d'un système solaire quel qu'il soit, s'il n'a pas maîtrisé
la violence, les démons qui l'animent. Hein, ça, c'est la clé qui est donnée par cet extraterrestre qui a rencontré Raël en 1973 en lui disant, vous partirez un jour dans l'espace, votre mission, ce sera aussi d'aller créer la vie dans le monde, dans cet infini. Mais avant, il va vous falloir maîtriser vos démons et puis vous rallier. Et puis peut-être avoir envie de nous recevoir, de construire une ambassade. Ça, c'est votre mission à vous, les humains. Eh bien, l'ambassade, elle est presque prête. On a entendu qu'il y avait même un terrain qui était prêt à accueillir. Hein, il faut des statuts particuliers. Ben là, je vais parler, je vais me taire, moi d'ailleurs. Je vais laisser la parole donc à Marilyn pour faire un petit rappel. Et puis ensuite, ben, nos invités vont nous parler de cette ambassade. Qu'est-ce qu'elle est? Alors oui, nous sommes avec nos invités, Sylvain Rochon, auteur et futuriste, Claude Chevet, architecte du projet Ambassade, et Philippe Levaux, Sciences Po Paris, conseiller financier et juridique. Donc après l'épisode 1 sur l'Alliance, ce groupe d'organisations politiques et scientifiques qui milite pour l'accueil des extraterrestres, que vous pouvez regarder sur notre chaîne Tout là-haut dans le ciel, nous allons aborder dans ce deuxième épisode ce que sera cette ambassade, ses implications et les bouleversements probables pour l'humanité. Donc, première question, Sylvain, peut-être, quelles sont les conditions, Jean-Pierre a un petit peu soulevé ça, quelles sont les conditions à remplir pour que les Elohim définissent que nous sommes prêts pour cette rencontre? Ben, la définition, c'est ce qu'on dit, bon, on nous a donné l'instruction de construire une ambassade. Donc, ça, c'est l'instruction. Construire une ambassade, pour moi, dans mon interprétation, je pense que c'est deux choses. La première chose, c'est l'édifice en tant que tel. Ça doit être une ambassade qui est reconnue comme une ambassade sous les termes humains. En d'autres mots, une ambassade, c'est quelque chose qui est géré par les règlements de la Convention de Vienne. Donc, qui fait des missions diplomatiques, il y a des ambassadeurs qui y arrivent, ils ont signé, ça appartient à une civilisation ou à un territoire ou à un pays quelconque qui a été désigné et puis qui est sur un terrain, hein, quelque part sur la planète. Et donc, qui a une extraterritorialité normalement qui est donnée par le pays où le terrain se positionne. Donc, ça, c'est la définition de la structure physique. Et donc, ça implique avoir l'extraterritorialité, ça implique avoir donc d'un pays qui devient le pays autre. Ça implique financer la construction d'un édifice et toutes les structures qui entourent. Maintenant, Claude va être en meilleure position, peut-être mieux pour parler de tout ça. Mais il y a aussi le deuxième élément d'ambassade que je parle que je mentionne quand je parle aux gens qui approchent l'Alliance, qui veulent supporter le projet d'ambassade. Il y a aussi la construction de l'ambassade à l'intérieur de nous. Ça fait là on parle un peu comme tu disais, Marilyn et Jean-Pierre un peu plus tôt. C'est quoi les conditions où les extraterrestres vont arriver à l'ambassade? Ben, ça implique qu'on approche une paix mondiale, un changement de système, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la construction de l'ambassade à l'intérieur de nous. Dans mon sens, la façon que les choses vont se dérouler, c'est que dans le travail, pendant qu'on œuvre pour avoir la structure, on parle avec des politiciens, on rassemble un réseau d'individus qui veulent accueillir les extraterrestres avec amour. Près d'1 million, d'ici la fin de l'année, on est au-delà d'1 million d'individus qui supportent l'ambassade, par exemple. Il y a des politiciens. Donc, si les politiciens font une déclaration publique que l'ambassade va être construite, ça va être médiatisé un peu partout dans les médias. Le commun des mortels va prendre connaissance du projet, qui est un projet officiel et sérieux au niveau national et international. Il va y avoir multiples discussions. Et puis, les gens vont prendre connaissance qu'il y a des plans de l'élite, des intellectuels, des financiers et tout le monde,
de construire cette ambassade-là et dans l'objectif d'accueillir une civilisation extraterrestre. Donc, ça devient sérieux pour les gens. Autrement, c'est comme, ils s'occupent avec leur petite vie, puis beaucoup de gens, ils n'en parlent pas. Donc là, quand on parle de ça, on parle de construire l'ambassade à l'intérieur d'eux, parce que là, ça vient dans leur radar, ils viennent à prendre connaissance. Oh, c'est pas juste une histoire de science-fiction, c'est pas juste des histoires du luberlu, c'est quelque chose de concret, qui est sérieux. Là, je dois prendre connaissance de ça, je dois en parler à mes amis et ma famille. Et puis, c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis c'est quoi l'implication ou qu'est-ce qui va se passer avec moi, mon travail, avec mes amis, et ainsi de suite. Donc, avoir une discussion large, tout partout sur la planète, sur ce sujet. Ça, c'est la construction de l'ambassade à l'intérieur de soi. C'est d'établir les conditions où ce que soi-même, on est prêt à accueillir les extraterrestres. Une bonne partie de la population sont déjà prêts à un certain niveau ou à un autre d'accueillir une civilisation extraterrestre. Certains, c'est simplement en enlevant leur peur. Ils ont déjà enlevé leur peur. Ils disent, ben, si les extraterrestres, et s'ils existent, qui arrivent ici, ils vont être bénévoles. Déjà là, c'est un bon point de départ. C'est pas de peur, donc il n'y a pas de violence. Il y en a d'autres, comme nous et presque 2 millions de personnes qui supportent l'Alliance présentement, activement ressentent fortement dans leur personne qu'ils veulent accueillir les extraterrestres. Alors, c'est un désir fort pour certains. Donc, ça, c'est une ambassade construite. Il y a des gens à l'intérieur d'eux. Les deux ambassades, les deux formes d'ambassade se construisent en simultané, à mon avis. Et puis, plus qu'on prend connaissance entre nous que nous voulons faire la même chose ensemble, donc une question de nombre, puis de reconnaissance, donc qui enlève encore la peur d'être seul, de se faire critiquer, et ainsi de suite, plus il va y avoir des gens qui vont en prendre connaissance. Donc, moi, j'anticipe, en fait, c'est une impression personnelle, lorsque le pays hôte va annoncer qu'il donne l'extraterritorialité, il va y avoir une boule de neige médiatique qui va changer beaucoup de discussions autour des tables à dîner et au niveau politique, parce que là, ça devient une discussion dans les médias principaux partout sur la planète. Et les intellectuels et tout le monde vont commencer à se poser des questions là-dessus. Et il y a une discussion internationale sur le sujet qui va être démarré. Donc, ça, à mon avis, c'est ça vraiment le moment enclencheur principal qui va rapidement changer les attitudes. Donc, ça, c'est pour ma part, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Ben, on va regarder justement un sondage fait par Evelyne qui va nous en parler. Comment réagiriez-vous si le gouvernement de votre pays acceptait de construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres? Que va-t-il se passer dans la vie de tous les jours pour l'humanité dans son ensemble et pour l'individu en particulier du fait de l'arrivée d'extraterrestres dans notre existence? Je serais ravie. Ça voudrait dire que le gouvernement a fait quand même quelque chose pour nous, les terriens qui sommes ici et qui galérons. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Ah bah bien, j'en attendais pas moins de mon pays, je serais vraiment honorée. Après, vous parlez d'ambassades, il y en a quasiment dans tous les pays pour tous les autres pays, donc pourquoi pas eux? Je pense que ça va être un peu difficile. On est déjà assez jaloux du voisin à côté, du pays à côté. Alors, des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont encore plus intelligents que nous, ça va être coriace. Mais ça vaut le coup d'essayer. Le truc principal qui me vient en tête, malheureusement, ça va être négatif, mais avec la différence et le changement de... Pas le changement, mais la différence de civilisation, je pense, il y aura beaucoup de... Pas de jugement, mais de peur. Surtout pour les autres, on va dire, religions. Ça peut attirer des mauvaises personnes ou
Ouais, je pense des mauvaises personnes. Après, il n'y aura pas que du mauvais, hein. Bien sûr, du bon, s'ils nous apportent des connaissances, que ce soit technologiques ou même pour nous-mêmes, ou prôner l'amour, la paix, je sais pas ce qui... Ouais, du bien comme du mal, comme dans toute différence, hein. Evelyne, tu voulais rajouter quelque chose? Ces rencontres ont été positives, hein. Il y a eu pas mal de questionnements, mais il y a eu justement une réflexion sympa qui était si nous les recevons en tant qu'amis, peut-être pourrions-nous imaginer de vivre en communauté et avoir peut-être même une vie amoureuse avec eux. J'ai trouvé cette réflexion plutôt sympa et puis prometteuse, quoi. Donc de belles rencontres, puis bon, encore une fois des questionnements, mais qui viendront peut-être par la suite. Voilà. Merci Evelyne. Donc, on va revenir justement dans le vif du sujet. L'ambassade, le projet, comment va-t-il être architecturé? Donc, nous avons la chance d'avoir l'architecte du projet. Claude, peux-tu nous éclairer? Vous parlez d'architecture. Bon. Il y a un tas de choses qui ont été dites tout à l'heure qui sont extraordinaires avant que j'entre vraiment dans l'architecture dont je voulais vous faire part. À la limite, n'importe quelle civilisation n'aurait pas besoin d'ambassade si sur Terre, on avait déjà cette paix. Et dans l'émission précédente, donc, hein, Philippe Levaux a dit quelque chose d'extraordinaire que j'aime énormément quand il nous dit, en fait, est-ce qu'on aura 100% la paix sur Terre avant qu'ils arrivent? À mon avis, pas comme Jean-Pierre Saunier nous l'a lu, hein, vous avez relu le passage des messages. En fait, quand les Elohim vont venir, ils ont dit, eh ben, le pays qui nous accueillera, hein, il aura notre protection. Donc, le fait qu'ils usent le mot protection, ça veut dire que tout n'est pas 100% établi. Donc, l'ambassade en soi, c'est vraiment un édifice symbolique de paix. Et ça m'amène à vous parler d'architecture. C'est assez intéressant. Je vais faire une petite anecdote architecturale, puisque comment est-ce que ce sera architecturé? Donc, il y a l'architecture urbaniste, c'est-à-dire qu'il y aura l'ambassade au milieu d'un grand parc, avec un grand mur tout autour. On parle déjà de mur et de protection là. Et puis autour de l'ambassade, eh ben, prenez conscience qu'en fait, que quand on trouve un terrain sur Terre, les terrains ne sont pas ronds. Les terrains en général sont rectangles, trapézoïdales, carrés, mais ils sont assez angulaires. Donc, Steve Golder, qui est le responsable planeur du projet ambassade sous la direction de Daniel Turcotte, est arrivé avec un terrain plus ou moins carré ou rectangle. Et dans les 4 coins qu'on obtiendra des gouvernements qui nous donneront leur terrain, on peut les occuper. Et dans les 4 coins donc, disponibles, il y aura la réplique de l'ambassade. Dans un autre des coins, il y aura des salles de conférences qui seront construites pour souhaiter la bienvenue aux journalistes et faire des conférences. Il y aura dans un autre des coins une recherche biologique et des recherches spatiales, quoi, parce que ce sont les 2 aspects scientifiques que nos créateurs aimeraient que nous développions davantage. Et puis dans le 4e des coins, ne sautez pas dessus les Raéliens, s'il vous plaît, mais c'est là qu'il y aura les habitations. Je sais qu'il y a beaucoup de Raéliens qui veulent venir. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une très belle conférence, j'ai eu un très beau débat il y a quelques jours en arrière. Raéliens, ne venez pas vivre où il y a l'ambassade. S'il vous plaît, vous êtes les guides de l'humanité. Comme l'a si bien dit Jean-Pierre au début de l'émission précédente, il disait, il s'est assis avec Raël sur une terrasse et là, Raël lui a dit, quand les Elohim auront atterri, tout commence. Il faudra 1000 ans pour que tout se rétablisse au niveau paix mondiale. Donc c'est là que nous, Raéliens, restons chez nous et prônons la lumière du prophète. Faisons le travail de guide, ce que nous sommes. Donc même moi en tant qu'architecte, j'y serai peut-être en tant que superviseur, mais je reviendrai là où j'habite, parce que justement c'est là qu'il faut diffuser le message des Elohim pour
pour renforcer l'esprit ambassade sur Terre, quoi. Parce que, comme vous l'avez entendu dans les interviews, il y aura des peurs, il y aura des problèmes de religion, il y a plein de gens qui viendront nous dire, ouais, ils ont été envoyés par le diable. C'est l'esprit du diable. Ce sera à nous, ici présents, de les éduquer. Mais donc, pour revenir à l'architecture, allez, je vais expliquer un petit truc. La première ambassade qui a été présentée en 1990 ou 91, je ne suis plus 100% sûr si c'est 90 ou 91, par Jacques Ézac, avait déjà un esprit de façade qui lui était donné un caractère architectural, si je puis dire. J'ai le privilège de vous dire que c'est moi qui ai dessiné les façades à l'époque. Ces éléments blancs étaient arrivés dans mes bureaux en Suisse, lorsque j'avais mon bureau d'architecture en Suisse, et j'avais dessiné les premières façades. Puis après, bon, Raël a demandé que gentiment on fasse la maquette plus blanche pour justement ne pas de donner de très forts, très architecturaux pour l'instant. Nous n'étions pas prêts. Et puis il y a seulement 2 ans, Daniel est venu vers moi et il m'a dit, écoute Claude, Jacques n'est plus là, est-ce que tu pourrais donner un trait caractériel précis de cette architecture, le blueprint si tu veux. Alors c'est intéressant de voir l'évolution d'un architecte 30 ans après, les premières façades faites, et là la deuxième version des façades faites, avec les pétales qui s'ouvrent. L'inspiration, eh ben, comme je les expliquais dans un interview, c'est vraiment, vous avez vu que ça ressemble à des hélices génétiques, quoi, hein, l'esprit façade, c'est le moindre qu'on puisse faire pour les Elohim, quoi, c'est d'exprimer cette reconnaissance de la création génétique, de ce qui est fait sur Terre, et puis les pétales qui s'ouvrent, eh ben c'est une espèce d'offrande, quoi. Merci Elohim. On espère que la pétale de la conscience humaine puisse vous accueillir sur Terre avec toute la paix et l'amour. Donc, voilà pour l'architecture. Maintenant, il faut bien comprendre que bon, l'architecture, c'est quoi? C'est la poésie de l'espace et du temps. Nous marquons la poésie, avec ce qu'on est en train de faire en ce moment, on exprime d'une manière structurale et géométrique là où on en est scientifiquement. Maintenant, est-ce que ça se construira de la manière dont j'ai dessiné? J'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est une image symbolique de religiosité entre les terriens et ceux qui viennent nous voir du ciel, et de les reconnaître à travers une architecture qui, je l'espère, leur plaise, quoi, puisque c'est un symbole de création, quoi, génétique, et une fleur qui s'ouvre. C'est un peu ça le caractère architectural. Et puis surtout, aussi comprenez bien qu'à l'extérieur de ce carré ou rectangle, hein, il y aura d'autres constructions qui se feront. Hein. Dans ce carré, dans ce rectangle, il y a, si on topolise les premières étapes qui commenceront, ça va sûrement s'agrandir. Et puis, une chose que je voulais aussi répondre à Jean-Pierre tout à l'heure, qui posait la question, je dois aller voir les officiels, que me conseillerais-tu? Comment les approcher? Eh bien, ce projet aussi, qui n'est pas que de l'Alliance, mais aussi du mouvement raélien, et Philippe Levaux, tout à l'heure, peut-être va nous éclairer là-dessus, il y a des aspects économiques qui sont très, très bénéficiaires pour le pays qui va nous accueillir. Il faut bien que vous compreniez que pour l'instant, là, je suis en train de travailler maintenant sur la ville autour de l'ambassade. Ce n'est pas que des journalistes ou la réplique de l'ambassade. C'est aussi toute une attraction touristique. Il y aura un cours d'eau, on pourra faire un tour en bateau. Ce sera un peu le Disneyland extraterrestre, si je puis dire. Déjà là, et il y aura on compte, Steve Goldie, le planeur, il compte 17 000 personnes par jour qui viennent visiter, ces lieux. Donc, vous voyez l'impact politique, vous voyez l'impact financier, c'est comme ça qu'on peut approcher les gens. Jean-Pierre, si tu vas voir tes politiciens, moi j'ai un ami en Suisse que vous connaissez, hein, Alan Chop. Il est allé voir un politicien là de tout près où il habite, à Crans-Montana, et il a été lui dire, écoute, si je te propose qu'on construise la réplica de l'ambassade, est-ce que ça t'intéresse? Et lui, le président de Crans-Montana, qui est un agent immobilier, il a tout de suite vu l'intérêt, il a dit, oh, ça va faire des revenus financiers et tout, là, extraordinaire.
Tu vois, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas leur manquer parce que pour l'instant, les politiques de nos jours, ça parle que pognon, ça parle argent. Donc, on leur en donne, mais derrière, petit à petit, ben, il y aura la dimension religieuse qui s'intégrera, quoi, parce que quand ils s'apercevront, bon, il y a un tas de gens qui viennent, et puis que de fil en aiguille, ça leur plaît de communiquer avec une race extraterrestre, et puis surtout, d'avoir une relation d'amour avec eux, ben, l'argent tombera, et puis là, des enseignements de Jean-Pierre, hein, puisque je sais que tu es responsable en France du paradisme aussi, et ben, les portes seront toutes ouvertes, justement, pour qu'on puisse les enseigner. Et j'espère que Jean-Pierre, tu ne viendras pas à l'ambassade, mais que tu enseigneras le paradisme sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça pour moi. Je te l'assure, je te l'assure. Eh oui, c'est super. Ben, je sais, tous les grands guides, ils vont rester chez eux. Le travail de guide commencera, en fait. Là, pour l'instant, voilà. Mais l'ambassade, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, là. Très bien, mais on va regarder justement un film qui va illustrer un petit peu, nous donner une image de cette ambassade. C'est un très très bel édifice avec les pétales qui s'ouvrent, j'aime bien. Tu parlais, Claude, quand on s'adresse aux politiques, on parle de spiritualité, ils ne sont pas intéressés, mais on parle d'argent, ils arrivent. Donc, je vais poser la question à Philippe et à Sylvain peut-être aussi. Qu'est-ce que cela va apporter à la ville et au pays qui vont accueillir un tel projet? Philippe? Ah, là, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on le connaît déjà. Mais quand on est la ville, le pays qui a décidé de donner l'extraterritorialité, que le terrain voit s'édifier l'ambassade,
et que les extraterrestres arrivent, c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et il y a une petite caractéristique embêtante dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle se souvient plus des guerres que des moments de paix. Et en fait, aujourd'hui, c'est en train de changer. Les jeunes, j'ai une fille qui a 15 ans, et eux, quand on leur apprend les guerres, ça les intéresse pas du tout parce qu'ils savent très bien qu'il y en a eu tellement. Et c'est d'ailleurs les paroles que écrit Raël Maitreya sur ses posts, hein, à la fin, ou ses communiqués de presse. C'est un ramassis de choses inintéressantes. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu ces constructions. Et il y a eu cet accueil. Et économiquement, quand on cherche un peu, et il se fait d'ailleurs que je l'avais fait il y a plusieurs années, c'est pas parce qu'on m'a demandé d'intervenir ici pour l'économie, je m'estimais pas assez qualifié, puis je me suis rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, que on est quand même plus qualifié qu'on ne l'imagine et qu'il faut sortir aussi des sentiers battus. Et donc, l'ambassade qu'a fait construire Salomon, il a fait venir de tout le bassin méditerranéen de quoi construire l'ambassade. Et il y avait des liens avec tout le bassin méditerranéen. En fait, ça a créé une ère de paix extraordinaire. Sans doute que le mot gaulois, dont on ne connaît pas très bien l'étymologie, mais qui veut dire en hébreu étranger, y est pour quelque chose. Nous sommes des Gaulois parce que des gens de Jérusalem sont venus ici en France. Et je ne vais pas aller plus loin, mais la France, c'est le pays qui représente les aînés des 12 tribus d'Israël et dont l'origine est basée en Jordanie. Mais je ferme tout de suite la parenthèse. Et donc, la Jordanie, donc, bien sûr, dans ce qu'on appelle le Grand Israël, et le Grand Israël n'existe que par la paix. Il n'existe évidemment pas par la guerre. C'est tellement ridicule, quoi. C'est drôle parce que tous les gens qui prétendent ça ont tous des écrits religieux et il suffit qu'ils les lisent, quoi. Bon. Mais bon, encore faut-il lire. Ils pourraient ne pas le lire et l'entendre de quelqu'un qui leur lit, s'ils veulent. Hein. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Elle existe aujourd'hui, elle existe toujours. Donc tout est là. Alors économie, étymologiquement, ça veut dire comportement. C'est un mot qui a été repris par la finance, mais à l'origine, le mot économie vient du comportement des gens. Évidemment que si on construit une ambassade pour accueillir une civilisation que l'on n'a pas vue depuis longtemps, on peut d'ailleurs se demander pourquoi on ne l'a pas vue. Là, c'est le mot religion qui intervient, mais dans le mot religion, il y a le mot c'est-à-dire rappel. Mais l'homme lige, l'homme qui représente celui par qui on est arrivé sur Terre, existe encore dans notre civilisation, mais là aussi, on l'a oublié. Et donc, nous, les Raéliens, nous, les guides raéliens, ceux de l'Alliance qui ont une intuition remarquable, hein, parce qu'ils n'ont pas toutes nos informations et tous les stages et tous les entraînements que nous avons faits, eh bien, ils sentent que le lien, en fait, il existe toujours. Il faut le réanimer. Mais le lien économique, c'est quoi? Et quand j'ai lu vraiment des choses remarquables hein, qu'a fait Steve, notamment, je vois tout ce qui a été fait, toutes les œuvres, c'est plus que du travail, hein, c'est des œuvres, c'est vraiment de la passion. J'entends Claude, là, qui tu parles comme un poète, Claude, hein, c'est extraordinaire tes définitions architecturales. Donc, l'économie, c'est d'abord de commencer par chaque individu. Donc, ça ne m'est pas venu tout de suite. On m'a demandé de proposer pour avoir différentes étapes. Et la première étape, c'est de se dire que chacun d'entre nous, quelle que soit la petite action ou l'action, si petite soit-elle ou si belle, elle pourrait être grande, mais c'est rare qu'elle soit grande d'un coup. C'est très, très rare. Ça peut exister, hein, il ne faut pas l'écarter, mais généralement, ce sont des petites actions. Et les prophètes s'adressent toujours à chaque individu en particulier. Vous vous souvenez des premiers rassemblements où Raël faisait des transmissions. Nous, les guides, nous attendions parfois pendant des heures parce qu'ils recevaient tous ceux qui avaient fait la transmission et qui voulaient le voir individuellement. L'ambassade sera la résultante, sera le résultat d'individus qui se sont connectés les uns aux autres, qui ont été non pas dans l'acceptation des différences, ils ont été au début dans l'acceptation, mais surtout ils ont été dans l'intérêt des différences, dans l'amour. Ils se sont rendus compte, waouh, ah bon, on a tout ça en commun. Ah, je n'avais même pas imaginé qu'on puisse faire tel ou tel élément en commun. Ça, c'est ça l'ambassade. Et donc, ces liens qui se réaniment
économiquement vont d'abord commencer par de la microéconomie. On a fait allusion tout à l'heure de la construction de l'ambassade. Bah, il y a beaucoup d'églises catholiques, il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de mosquées, toutes plus belles les unes que les autres, celles un tout petit peu moins hautes que celles qui devraient être la plus haute, enfin, avec toutes les vanités humaines qu'on connaît, mais en même temps, tout cet amour, malgré tout, ou bien que tout, qui anime ceux qui sont dans la religion, on va être délibérément optimiste pour que ça fonctionne. Et donc, cette économie-là sera d'abord donc microéconomique, et c'est la première partie de la présentation. Quand on parle, par exemple, de l'impact médiatique, le chiffre d'affaires médiatique est un chiffre d'affaires, on peut dire, microéconomique. Par contre, quand on arrive dans les chiffres d'affaires ou les investissements d'ordre scientifique, moi je me souviens la première fois que je suis allé visiter un laboratoire de recherche, dans mon imaginaire, c'était grand. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'usine de fabrication était grande, mais le laboratoire était tout petit, puisqu'on ne fait pas des séries, on ne fait pas des grandes séries. Et donc, la partie recherche et développement est presque toujours relativement petite et elle va féconder l'usine qui, elle, va faire des premières séries, puis des grandes séries, voire des très, très grandes séries. Et les quatre expressions que je viens employer, les pré-séries, les séries, les grandes séries et les très, très grandes séries, impliquent des économies, enfin, des produits économiques, des produits financiers exceptionnels qui rendent des services immenses à la communauté. J'ai un adage, je dis, là où il n'y a pas de finance, il y a la misère. Mais là où il n'y a pas de publicité, il y a aussi la misère. Mais là où il y a les financiers qui font les fous, ils créent la dévastation. Là où la publicité est mensongère, le peuple n'est pas informé. Donc, il y a des équilibres à construire, à préserver et à entretenir. Et c'est, comme vous le savez, les gènes d'entretien qui sont les plus nombreux et qui demandent le plus d'énergie. Nous, les Raéliens, les guides raéliens, nous sommes certainement des gènes d'entretien. Et il y a pas mal de choses à entretenir. Donc, on va proposer, je vais me baser bien évidemment en bonne partie ou en grande partie sur ce qui a déjà été fait, notamment par Steve, hein, c'est assez remarquable, mais on va faire le principe un peu qu'on apprend à Sciences Po, mais qu'on apprend aussi dans la finance, présentation courte, 1 ou 3 minutes, un quart d'heure, ça c'est la deuxième présentation, c'est une image bien sûr, le quart d'heure, mais ça se fait souvent en un quart d'heure ou 45 minutes. Dans notre cas à nous, il faudra avoir quelques éléments microéconomiques, la construction de l'ambassade, l'annonce qu'elle est faite, les extraterrestres qui viennent et les gens qui viennent s'établir et cet ensemble d'une ville qui se conçoit, hein, qui est une conception de ville autour d'une ville, autour d'un lieu le plus connu possible, et en Israël de préférence, et non loin de Jérusalem. Cette partie économique peut avoir un développement assez exceptionnel quand tout d'un coup, c'est le grand nombre qui arrive. Mais le grand nombre, c'est comme toujours, c'est un certain nombre d'individus qui s'additionnent. Donc là, on va rentrer dans la macroéconomie avec les implications, on va dire au début, pour être dans le classique, d'ordre touristique. Mais si les infrastructures n'existent pas dans le pays, l'impact touristique sera nécessairement limité puisqu'il faut créer et construire les infrastructures. Et ça, ce n'est pas de notre ordre à nous, c'est de l'ordre du pays qui est intéressé. Par contre, nous, et dans le message que Daniel adresse en tant que directeur général du projet, il dit à un moment donné, le pays accordant l'extraterritorialité et l'autorisation nécessaire à la construction de l'ambassade pour les extraterrestres sur son territoire en retirera non seulement un avantage financier, mais profitera également de la protection des extraterrestres. Il deviendra le centre spirituel et scientifique de la planète pour les millénaires à venir et le bonheur régnera au sein de ses frontières. Ça peut être le millénaire à venir aussi. Il y a deux façons, j'ai vérifié dans les messages, mais soyons optimistes, pensons que ça peut être de plusieurs millénaires. Mais en tout cas, on aura une protection d'un millénaire pour vraiment accomplir le démarrage. Parce que les générations, qui vont venir auront besoin de temps pour se rétablir. Le promoteur et bailleur de fonds de ce grand projet est le Mouvement raélien international, EMERI, mouvement pour la préparation de l'arrivée sur Terre de cette civilisation extraterrestre.
Ce mouvement est à pied d'œuvre depuis près de 50 ans et dispose d'importants moyens pour l'édification de cet ouvrage crucial pour notre humanité. Nous sommes entièrement disponibles, les équipes et Daniel Turcotte, à vous rencontrer pour étudier avec vous les contours nécessaires et préalables à la création de cet ouvrage hors du commun. Vous voyez, quand on dit que nous avons les moyens de démarrer, ça veut dire que microéconomiquement parlant, on ne demande rien. On peut ne rien demander. Léon rappelait que ça serait bien qu'on nous offre le terrain, mais on peut l'acheter. C'est prévu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas toujours dans quel état d'esprit on va se trouver. Et donc, économiquement parlant, en termes de comportement économique, qui suppose des moyens financiers, dont on vient de parler juste il y a un instant, économiquement, il faut que nous montrions que c'est nous qui faisons le démarrage. Et à partir de là, les investisseurs vont suivre. Quand on a un projet qui demande des investisseurs, on le débute pour bien faire. Quand ce n'est qu'une idée, il arrive que ça puisse fonctionner, mais quand les personnes qui proposent aux investisseurs un projet ont déjà réalisé une partie du projet, en tout cas le démarrage du projet, les investissements peuvent suivre d'une façon fantastique. J'entendais les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure de l'Alliance avec 800 000, 820 000 personnes, 1 million de personnes. Imaginez qu'à un moment donné, on fait l'appel à eux à hauteur de 10 euros ou de 10 dollars. Vous voyez les sommes que ça fait. Ça fait 8 millions de dollars qui arrivent. Si c'est 100, ça fait 80 millions. Donc, le moment où on voudra démarrer l'ambassade, et on en a parlé avec Daniel et aussi Philippe Chablot, qui est un ingénieur en Suisse et qui, on lui disait, fait un prix suisse. Si on fait un prix suisse, il sera valable pour le monde entier. Ça sera au moins cher, mais pas nécessairement plus cher, mais en termes de qualité, on aura les qualités de tout ce qu'il faut avec toutes les bizarreries qu'il peut y avoir dans les terrains en Suisse. Ils ont une expérience qui, évidemment, a une réputation dans le monde entier. Et là, on s'est dit qu'on pouvait débuter avec un prix de l'ambassade et puis un prix chinois, donc un prix suisse et un prix chinois. Et de façon à ce que les concepts soient les mêmes, mais que on ait on va dire les deux, le mot extrême n'est pas juste, mais les deux tendances fortes, la tendance coût occidental et la tendance coût autres pays, et avec des pays émergents qui ont développé des capacités exceptionnelles de construction à des vitesses que j'ai pu constater de mes yeux. Moi, je suis allé en Chine 4-5 fois. C'est absolument extraordinaire, quoi. On n'en revient pas, tellement c'est bien fait. Hein. J'ai visité des bâtiments et autres, c'est très très bien fait. Donc, avoir les prix de ces deux types de pays en termes de savoir-faire et d'exposition de savoir-faire quand on parle à un pays, à un politique, qui lui évidemment va raisonner financièrement, mais en termes de budget en produit intérieur brut et autres, donc les budgets d'un pays qui est un budget qui me démontre ce que des millions de personnes ont réalisé tous ensemble, et ça s'appelle le produit intérieur brut, le chiffre d'affaires complet du pays, les sommes ne sont pas les mêmes. Hein, on n'est pas dans la même catégorie. Donc il faut, au niveau diplomatique et politique, il faut avoir des présentations de départ très basiques, très, très microéconomiques, très justes, dans lesquelles nous pouvons avoir une véritable expertise. Il faut avoir un développement un peu plus grand, qui va vers le côté scientifique, les investissements qui peuvent en découler en recherche fondamentale et autres. Et puis alors la troisième partie, avec des projections, mais qui sont avec des variables très très importantes, suivant le type de pays auquel on s'adresse. Et il est bien entendu que nous n'avons pas, nous ne refusons personne. Nous sommes prêts pour tout investissement possible, mais nous sommes aussi tout à fait prêts à faire au début tout petit, ou directement relativement grand. On n'a pas d'a priori. Prenons le cas d'Israël. Israël a les infrastructures touristiques. C'est un pays touristique, mais il peut y avoir d'autres pays extrêmement intéressants ou d'autres pays tout à côté d'Israël qui n'ont pas les infrastructures, sauf à faire la Palestine entière, ce qui est la demande, comme vous le savez. Mais bon, bref, je fais des allusions à un certain nombre de problématiques, mais pour conclure, il faut que nous débarrions sur de la microéconomie et qu'on démontre les différents passages où la micro devient de plus en plus grande et puis on rentre dans la macroéconomie. Je suis en train de m'y atteler, je vais y arriver. J'ai heureusement beaucoup de bases que l'on m'a fournies et je vais faire en sorte que
on puisse éventuellement, puisque j'entends l'Alliance, j'avais eu l'idée d'aller proposer peut-être à Sciences Po, à des années où ils sont en finance, ben voilà, vous avez un projet d'ambassade, et leur demander. S'ils nous disent oui, bah, ça fera de la publicité pour nous, et en même temps, ça fera toute une série de points de vue plus riches. Hein. On est plus riche d'avoir plusieurs économistes qui travaillent ensemble, puisque comme vous le savez sans doute, les économistes ne sont jamais d'accord entre eux. Et comme me disait celui qui faisait mes cours à Sciences Po, que j'ai fait en troisième cycle à 45 ans, disait un économiste se trompe une fois sur deux. Alors ça nous avait fait rire. Il avait dit oui, mais quand il n'y a pas d'économiste, c'est encore pire. Donc ce n'est pas une science, c'est une science, mais comme c'est une science extrêmement vaste, pour sortir des éléments exacts, il faut commencer par la Bon, microéconomie. ben, on commencera par la microéconomie. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faudra aussi savoir présenter, parce que c'est, je dirais, un discours qui va toujours très bien dans celui qui écoute, c'est qu'est-ce que ça me rapporte? Donc là, c'est le pays, la ville qui va accueillir l'ambassade, qui va réussir à obtenir le statut d'extraterritorialité, et puis qui va dire bienvenue aux extraterrestres, et aux Elohim en l'occurrence, va tirer un profit extraordinaire, un bénéfice et des bienfaits extraordinaires parce que il y aura de l'université, il y aura de la recherche scientifique, il y aura en fait du tourisme, ce que tu évoquais, il y aura des quantités d'activités en fait d'une ville parce que l'ambassade et son environnement, d'après ce que j'ai pu comprendre de ce que évoquait c'est Sylvain, non c'est Claude qui évoquait ce carré avec les quatre coins, c'est une ville véritablement active qui va produire quelque chose en plus pour que l'humanité en profite. Et c'est ça, en fait, qui, moi, je me régale quand j'entends un petit peu tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que je vois la somme de produits qui va sortir de tout cela et qui va être certainement un tremplin fantastique pour nous faire avancer à une vitesse fulgurante comme ça n'a jamais existé dans l'esprit des humains aujourd'hui. Je me trompe peut-être, Claude? Non, pas du tout, Jean-Pierre. Au contraire. euh, D'ailleurs, Steve Goldie a déjà mis des chiffres là-dessus. Hein. C'est des revenus à Oui, coût de milliards de dollars qui retombent chaque année. Maintenant, l'idée que je viens d'apprendre d'ailleurs ce week-end, c'est que le mouvement raélien soit possesseur du terrain pendant 99 ans. Et puis après 99 ans, donc, on leur donne au pays. C'est parce que nous, c'est important, c'est d'accueillir les Élohim. Ils sont venus, et puis après 99 ans, ben, on a l'extraterritorialité, c'est aux Raéliens, mais dans 100 ans, on va dire, hein, pour faciliter le mot, dans 100 ans, eh ben, on le remet au pays et tous les bénéfices et tout ça revient directement au pays. Donc, parce qu'il faut bien comprendre une chose, au début, c'est vrai que les pays ne vont pas forcément nous donner l'argent pour construire, ils vont peut-être nous donner le terrain ou nous le vendre, et ce sera plutôt à nous et aux investisseurs de mettre l'argent sur la table pour construire. Mais je me rappelle un des enseignements de Daniel il y a des années, juste à l'époque où on commençait à parler de ce nouveau design de l'ambassade, je lui ai dit, mais est-ce qu'on a vraiment suffisamment les fonds? Et puis il m'a dit, écoute Claude, j'ai eu quelques entretiens avec Raël, il m'a dit, fais-toi pas de soucis pour l'instant, pour l'argent, pas du tout. Parce que quand tout est prêt, il y aura les plus riches de la planète qui veulent vraiment faire partie de cela. Et l'argent va tomber. Il y aura même trop d'argent, quelque part. Mais c'est quand même bien que ce soit nous, les Raéliens, donc en tout cas pour la part du terrain, etc., qui soyons affiliés dans le contrat comme nous possédons ça, quoi. Pour pas que l'on puisse changer la fondation même de l'esprit raélien, quoi, autour de ça. On en soit Mais les initiateurs, quoi. voilà, les initiateurs. Et c'est très important. Et par rapport à ça, Raël expliquait à Daniel, non, non, l'argent ne fera pas vraiment de soucis, ça tombera quand il faut que ça tombe, mais c'est surtout les mentalités qu'il faut travailler. Donc c'est vraiment ça. Et moi, quand j'analyse ce que Steve Goldie a fait au niveau revenu, c'est extraordinaire. Et c'est tout à fait ce que dit Philippe, c'est d'une manière petite qu'on va commencer. C'est parce que moi, juste pour la petite histoire, j'ai déjà soumis 3 villes autour de l'ambassade. La première des villes que j'ai proposées, c'était 144 000 personnes sur le terrain de l'ambassade. Waouh! Alors là, ça a fait péter un plomb parce qu'on dit non, 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 mais alors, mais tu te crois où? Tu es à Dubaï ou quoi? C'est énorme.
Non, mais il faut vous rendre compte, Oui, 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 oui. que vous sachiez, à l'extérieur des murs de l'ambassade, il n'y a pas de limite d'auteur de construction. Il n'y en a pas. Je peux aller jusqu'à 1 kilomètre de haut si je voulais. Il n'y en a pas. Raël a répondu à la question à Daniel, il dit oui, bon d'accord, on va construire autour de l'ambassade, mais à quelle hauteur? 2 étages, on ne peut pas aller plus haut que celle des Elohim. Non, non, pas de limite, vous allez comme vous voulez. Alors, t'imagines, moi je suis monté en haut à 120 mètres tout autour, c'était carrément un chapiteau tout autour de... Ça Et rappelle ce que dit Raël il y avait dans le message, construisez des villes d'1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre, quoi. voilà, Hein, et vous aurez toute la campagne tout autour de vous. voilà, c'est à peu près ce que j'avais conçu pour commencer, mais effectivement, financièrement, aller trouver les investisseurs, bah, c'est pas 4 milliards de dollars, c'est pas la fin du monde, hein. Dans cet esprit-là, c'était 20 000 dollars par personne. Il y en a, hein, 144 000 riches sur Terre qui veulent donner 20 000 pour construire ça, ça se fait. Mais si je vais construire ça, mettons, en Amérique du Sud, dans le pays qui va accepter ça, il n'a peut-être pas le PIB suffisant pour accueillir 144 000 personnes. Pour la proportion aussi. Et c'est là que pour l'instant, c'est vrai, on parle beaucoup d'Israël, mais moi je vous assure qu'il y a d'autres pays qui sont encore plus près qu'Israël de construire cette ambassade. Et je ne vais pas vous dire de chiffres et où et quoi comment, mais dans même pas 2 mois, on en aura rencontré 2 pays. C'est pour vous dire. Et ils sont très, très, très chauds et ils veulent construire l'ambassade chez eux aussi. Alors, c'est sûr qu'on va laisser en phase finale Israël s'ils veulent construire chez eux. Mais moi, je ne serais pas surpris que ça se construise pas en Israël. Je ne serais pas surpris. Mais bon, tout va bien. J'espère que j'ai tort, hein, puisque les Elohim, leur choix, leur premier choix, c'est Jérusalem. Mais pour l'instant, la passion de quelques pays, eh ben, j'aime mieux vous dire qu'elle est très très forte. Et par contre, ces pays-là ne sont pas très riches. Donc c'est effectif, c'est vraiment brillant ce que Philippe nous a dit tout à l'heure. Il faut vraiment commencer petit. Alors j'ai réduit l'échelle et j'ai fait des appartements qui, au lieu d'avoir des hauteurs de 120 mètres, ben, on se retrouve à des hauteurs de 35, 45 mètres de haut et un peu plus petit, un petit peu moins condensé aussi, etc. Qu'il y ait une espèce de balance entre le pays brut et la faisabilité de ce projet. Et c'est sûr qu'après un certain nombre d'années de tourisme qui va se faire, parce qu'il y aura du pré-tourisme, quand on va commencer à construire l'ambassade, on aura, j'espère, déjà construire la réplica, on aura construit les 4 côtés de l'ambassade, on les aura construits, et ça va déjà amener de l'argent au pays. Et ça va faire en sorte que le pays va dire, bah, on va développer les terres autour de ces terres de l'ambassade pour construire des hôtels, des écoles, enfin, toute une infrastructure, toute une ville. Et j'espère que là, ils choisiront des architectes qui la construisent intelligemment, Jean-Pierre, comme tu l'as si bien dit, s'inspirant des Elohim, de leur ville, quoi, très haute, et puis à très peu de couverture territoriale, pour justement avoir un maximum de verre tout autour. On va vers ça. Mais petite anecdote, pour revenir à l'architecture, je dois vous dire un petit truc qui est intéressant, je dois le dire publiquement, je l'ai dit au début de l'émission, avant que l'émission commence. On m'a souvent posé la question en tant qu'architecte, pourquoi 132 mètres de long par 49 l'ambassade? J'aimerais que ce soit public une fois pour toutes, il faut le dire, parce que nous, êtres humains sur Terre, on aurait dit, bon, 132, on va dire 150 mètres par 50 mètres, on est dans la dizaine, vous voyez ce que je veux dire? On arrondit les chiffres, nous. Mais non, 132 par 49. Le vrai architecte, c'est un peu comme Le Corbusier ou Mies van der Rohe, ces grands architectes de l'histoire de l'humanité. Ils arrivent avec des croquis, hop, puis ils disent, voilà, vous êtes dans ces dimensions. Et puis après, ils engagent des spécialistes, architecturaux, un peu plus techniciens ou poètes, etc., pour donner une définition. Ben, Raël, c'est un peu notre grand architecte, Le Corbusier, si je puis dire. Parce que c'est lui qui nous a donné la dimension 132 par 49. Ce pas des chiffres vraiment terriens, si je puis dire, que j'utiliserais pour construire une maison personnellement. Je mettrais 150, 200, des chiffres ronds, mais 132 par 49, maintenant je me pose la question. Ça vient peut-être de là-haut. Donc le vrai architecte, celui qui est vraiment arrivé avec le concept que l'on connaît aujourd'hui de la galette des rois, si je puis dire, avec les bulles d'entrée, c'est vraiment notre prophète bien-aimé Raël qui est arrivé avec ce chiffre, et j'imagine d'où il a tiré son information. Donc, c'est lui qui, quelque part, génère même
l'architecture de demain, de ce qui va se passer, parce que ça m'inspire énormément pour faire les quatre coins. Je reprends les éléments de la création visuelle de Raël, quoi, qui est vraiment le visionnaire, qui est l'architecte de l'ambassade. Hein. Non seulement il est l'architecte spirituel, hein, puisqu'il regroupe tous les humains de la planète, mais il est aussi l'architecte de la pierre de l'ambassade. Donc voilà, je voulais que ce soit dit une fois pour toutes publiquement. Merci d'avoir partagé. Merci. Et c'est super tout ça. Que d'enthousiasme à vous entendre. Ouais. Arline. Alors, donc, dans cette ambassade, il y aura des extraterrestres. Et eux-mêmes seront représentés par un humain désigné par eux. Donc, ce sera Raël. Hein. Mais qui pourra les rencontrer? Nous, est-ce qu'on pourra les rencontrer? Les politiques, les ambassadeurs? Comment ça va se passer? Sylvain, peut-être? Si je comprends bien les messages et puis aussi la structure de l'ambassade, c'est que les humains vont désigner les leaders qui vont les rencontrer dans l'amphithéâtre. Moi, ce que ça veut dire, c'est que nous allons sélectionner qui, nous, l'humanité, je dirais, hein, ils vont sélectionner qui va avoir l'honneur de rencontrer et puis de faire des rencontres. Si on parle à nos règles vis-à-vis les ambassades, donc les missions diplomatiques, les extraterrestres vont être considérés les ambassadeurs. D'accord? C'est un terme technique parce que c'est eux qui arrivent à l'ambassade. Et selon les lois humaines, ça les protège sur toute la planète avec les lois de la Convention de Vienne. Et puis, ben, des ambassadeurs de l'extérieur, donc extraterrestres, possiblement, au début, nous allons décider de faire des rencontres avec nos propres ambassadeurs, possiblement. Je soulevais un petit point qui est intéressant ça fait quelques mois déjà. Il y a un article qui est sorti, je crois, aux États-Unis. C'était des gens, des chercheurs et puis des intellectuels qui se sont penchés sur la possibilité d'avoir une rencontre extraterrestre ouverte. Et puis, ils se penchaient sur l'idée, mais c'est quel était le plus grand danger de telle rencontre? C'était le sujet de la discussion puis de l'article. Et puis, la conclusion était très simple, c'est nous sommes le danger, nous-mêmes. Donc, les différentes civilisations potentiellement se battre l'un l'autre pour avoir la rencontre, pour avoir peut-être les privilèges, pour se battre contre l'illusion d'obtenir une technologie, de négocier, en tout cas, peu importe. Toutes ces choses-là, ça, c'est de l'avarisme, de structure un peu capitaliste, et puis de prise de pouvoir, et ainsi de suite. Donc, les chercheurs pensaient dans cette direction-là. Et puis, moi, je trouvais ça intéressant parce que notre travail avec l'Alliance et puis le projet d'ambassade, c'est de créer un moyen où il va y avoir une entente au préalable entre les civilisations humaines, les différents pays, que la rencontre va se faire. Il y a des règles autour de la Convention de Vienne, comment traiter les ambassadeurs. Ils sont des ambassadeurs pour que ils sont protégés selon la loi humaine. Et puis, il y aurait déjà une entente au préalable entre les êtres humains, possiblement aux Nations Unies, qui dit, OK, si ça arrive, ça, c'est l'emplacement, c'est l'ambassade. Voici les différentes règles et qui va les rencontrer. Ça serait quelque chose qui serait probablement établi par nous en avance. Il y a certains plans avec l'organisation ICER, par exemple, qui se penche sur l'exopolitique et sur la question d'avoir une première rencontre. Et puis l'idéologie principale de ICER et d'autres organismes semblables, c'est d'avoir un plan pour lorsque ça va se produire, un plan politique et diplomatique. OK? Ça revient encore
à avoir une entente entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va arriver? Entre nous, pour éviter les conflits, justement. Donc, moi, je pense que à mesure qu'on approche et puis qu'on a peut-être potentiellement un pays qui offre le territoire, il va y avoir des discussions au niveau politique et diplomatique officielles entre les pays qui vont décider, OK, si lorsque ça se passe, si ça se passe, voici comment nous allons décider de se comporter entre nous, puis il va y avoir des ententes de préparer. Et les représentants ou les positions des représentants de différents pays vont être désignés à ce moment-là. À voir si les Elohim vont mettre la main, avoir une main dans la sélection. Certainement, ils ont la capacité d'influencer sans qu'on réalise, mais en principe, je pense que c'est comme ça que ça va se faire. C'est un déroulement assez logique, humain, systématique, de décider qui va faire les rencontres, et puis en espérant que ça évite les conflits, quoi. C'est super ce que tu dis parce que en plus ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure à propos donc des conditions d'arrivée des Elohim. Ils nous disent donc générer d'abord la paix, même si vous l'avez pas faite complètement, mais qu'on voit que vous la générez. Et puis ils nous disent bien aussi, et ça touche exactement ce que tu es en train de dire, mettez en place aussi un modèle de société qui est un accord. On ne viendra pas s'il n'y a pas un accord. Yahvé le dit clairement. C'est le deuxième point qui est fondamental. Et là, tu mets du bout du doigt vraiment la condition qu'il met. Et puis ensuite, l'ambassade, elle peut accueillir. C'est les trois éléments, paix, un modèle de société d'accord planétaire et l'ambassade. Là, tu nous détailles, nous démontres point par point toutes les conditions que les Elohim souhaitent. Et on est là, quoi. C'est à l'Alliance, à tous ces gens qui veulent cette venue, de créer l'ambassade dans le cœur des humains, quoi, aujourd'hui, quoi. Il y a quand même beaucoup d'individus qui se penchent là-dessus. C'est juste, c'est des discussions qui sont pas vraiment révélées au public. C'est des intellectuels, des gens comme nous, et évidemment certains politiciens, certains diplomates, mais en arrière-scène, parce que ils ont, surtout quand c'est des gens, des personnalités en politique ou diplomatie, dans les cercles diplomatiques, c'est encore un peu tabou comme discussion, mais d'après nos contacts à nous, parce qu'on a des contacts qui sont des retraités de diplomates ou qui sont encore dans les circuits, ils nous disent qu'effectivement, entre eux, ils en parlent. Ils en parlent de ces éventualités-là. Ils parlent constamment de comment faire des accords et puis de comment faire des bonnes ententes entre pays. C'est leur devoir, leur travail. Et ceux qui sont un peu plus réveillés, qui pensent extraterrestres, ben, ils pensent la même chose. C'est quoi les conditions? Qu'est-ce qu'on fait entre nous comme diplomates avec nos leaders et nos systèmes pour s'assurer qu'on puisse avoir des contacts diplomatiques corrects puis éviter la catastrophe? Mais on n'en parle pas beaucoup dans le public. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, une fois que la discussion devient publique et politiquement correcte, en parler dans les grands médias, tous ces gens-là vont commencer à avoir des forums et puis des conversations très publiques sur le sujet. Et puis, ça va être très intéressant à observer. Puis, on va le voir live, les ententes. Puis, mon espoir, c'est au travers de ces discussions-là, sur cette potentielle sérieuse de rencontre, qu'il y ait une petite graine d'intention de développer un gouvernement mondial quelconque. Donc, d'avoir un consensus, parce que là, on rencontre une situation potentiellement de l'extérieur. Donc, il y a peut-être une structure initiale qui va se former autour de ça, autour de ce moment-là, de ce potentiel moment-là. Ça me plaît énormément ce que tu dis, parce que tu es en train de dire quelque part que cet événement, cette approche du phénomène extraterrestre, c'est ce qui peut générer véritablement la paix à travers le monde je dirais, par obligation, quoi. Par nécessité. Par nécessité. C'est formidable. On pourrait dire par intérêt aussi. Par bénéfice, oui, par bienfait. Intérêt, oui.
Oui, intérêt bien compris, parce que quand on fait de la finance, on apprend que les investisseurs ne viennent pas là où il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la sécurité des personnes et des biens de la propriété, on n'investit pas. Donc, quand elle a répondu oui, mais quand on va déclencher, les investisseurs vont venir. Donc, si on est un générateur de paix, on est un générateur de finances. Et on peut, en parenthèse, dans ces cas-là, être en mesure aussi de racheter certaines personnes qui ont des biens, qui produisent par exemple des armes, et leur permettre d'acquérir la paix en leur rachetant les industries qu'on peut reconvertir, transformer, et du coup, ils deviennent des transformateurs. Et c'est Ben l'inverse oui. de ce qui s'est passé avec la guerre 40-45, où l'industrie de l'agriculture a fait l'industrie des chars, etc., pour faire très court. Et là, on pourrait refaire l'inverse. Oui. Et grâce à l'appétit, mais à l'appétit bien compris, bien humain, d'avoir des moyens financiers et de remettre les structures en termes vertueux et d'harmonisation. They will have to learn humility. We cannot stop earthquake now. We cannot stop tsunami. We cannot clean nuclear problems. But all the government thinks, yes, we can. No, you cannot. Wake up. You are powerless. Little humility. Suddenly realizing we are part of infinity universe. And that everything happening is connected with other things. That's everything we do influence the universe. And when we do bad things, the universe reacts. We build a power plant close to the ocean. Little earthquake happen. Like a dog trying to remove the fleas from his back. Maybe we disturb the earth a little bit. So the earth is shaking a little bit. Possible. Remember, everything is connected. And what happened to us, we deserve it. Because we are stupid. If humanity starts to realize, wait a minute, we are stupid, let's be a little bit more humble. Let's first of all stop to have so many babies, to use the earth resources in a responsible way, to stop making a few people very rich while everybody else is starving to death. To stop making wars. So many things to change. But for that we need to learn humility. And that's the best lesson of all which is happening now. And the best is in the message. The best action of humility is to recognize the Elohim. And stop thinking we are the leaders of the universe.
accepting that some intelligence are higher than us. あるもっと賢いインテリジェントな知性的な人々が私たちを、私たちより知性的な人がいるということを認めるべきです。And welcoming them そして彼らをお迎えすることです。 with humility 謙虚さで and love 愛で and thankfulness. そして感謝を持って And then they will help us. そうすると彼らは私たちを助けるでしょう。 Very simple. とても簡単です。 That's what we have to do. それが私たちがやるべきことです。 And that's what you, all the Raelians with me, are helping me to do. そうやってすべてのライリアンたちがそういう方向で私を助けるべきです。 Thank you, everybody. I wish you a beautiful day. Formidable, formidable. En fait, là, on est en train de penser à la paix, à la construire, hein, en évoquant tout cela. C'est ça qui est fantastique. Moi, j'aimerais bien que Claude, tu nous fasses une petite, après tout ce qu'on vient d'entendre, une petite méditation de la paix avec ce qu'on vient de développer ensemble, là, que l'esprit des cerveaux humains entendent ça dans notre méditation. Avec grand plaisir. Avec une petite pause, juste pour vous recentrer. Puis même un peu oublier ce dont quoi on a parlé. Parce qu'en fait, l'être humain en soi, il est amour. Hein. Il a l'ambassade dans son cœur, donc maintenant vous pouvez fermer vos yeux. Et puis pour les Raéliens, donc vous voyez plus ou moins l'ambassade dans vos yeux. Qu'est-ce qu'elle représente? Puis les gens de l'Alliance, eh ben, vous imaginez des extraterrestres qui arrivent dans un espèce de bâtiment. Ce que nous on appelle ambassade. Donc vos yeux sont fermés, vous imaginez un bâtiment. Et sur ce bâtiment, il y a des engins spatiaux qui commencent à y atterrir. Vous voyez tout ça. Et puis ça vous donne un petit frisson. Un frisson de joie. Vous ressentez que vous n'êtes pas le seul à regarder ce qui se passe. C'est vu par beaucoup de télévision. Il y a une vibration planétaire que vous n'avez jamais connue jusqu'alors. Vous la ressentez. C'est comme si tout était arrêté en même temps. Comme si nous pouvions tous ensemble entendre les bruits de feuilles d'arbres. Aucun bruit industriel, que de l'amour. La nature qui s'exprime. Tout est calme. Et cet engin spatial arrive sur ce toit. Ça génère un grand stop. On ne fabrique plus rien. On a des yeux d'enfant ouverts et on regarde ce qui se passe. Et l'arrivée de ces engins n'ont aucune forme d'agressivité. Bien au contraire, c'est très très calme, très serein. Ressentez ce moment. Ce moment est tellement fort dans la paix et dans l'amour que l'on se retourne sur soi-même à 180 degrés, mais on ne regarde même plus vers l'engin spatial qui atterrit, mais on regarde derrière nous à 180 degrés et on regarde la beauté de ce monde, calme et serein. La paix universelle a commencé.
c'est le premier jour de la paix universelle qui a vraiment commencé. Et à nouveau, on se retourne. Cet engin est atterri. Et rien que par cette action de l'avoir vu atterrir, nous sommes remplis de gratitude vis-à-vis de cet engin qui vient d'atterrir, de l'être qui en sort. Il a généré ça, rien que par cette petite action d'atterrir sur un bâtiment. Ressentez cette paix universelle, si calme, qui fait palpiter des cœurs et qui nous remplit d'amour. Et maintenant, vous pouvez rouvrir vos yeux et garder ça en mémoire quand ils arriveront. Merci Claude. Merci à nos invités de nous avoir fait un peu rêver, beaucoup rêver sur la construction de cette ambassade. Le 3e épisode aura pour thème l'ouverture de la porte des étoiles. Il sera diffusé le 22 avril sur Tout là-haut dans le ciel. Et ce même 22 avril, en France à Rouen, venez nous découvrir à 15h30 lors de la conférence que le mouvement raélien donnera à l'hôtel Ibis, centre Champ de Mars, 12 rue Aristide-Briand. Et venez, bien sûr, échanger avec nous. L'entrée est gratuite. En attendant, vous pouvez regarder à nouveau l'épisode 1 et l'épisode 2 sur notre chaîne. À bientôt. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. Et le premier homme qu'ils ont fait, ils se sont mis à l'aimer